Salut à tous, c'est Sketchy, Alan, F-Boy, A2L, comme vous voulez, comme vous préférez. On va se retrouver aujourd'hui pour se pencher sur la question d'éducateur. Qu'est-ce que c'est qu'être un éducateur? Et on va prendre comme médiation, outil de médiation, le livre de Philippe Gavérand, 100 mots pour être éducateur. On avait commencé sur TikTok à faire des petites médiations un peu de temps en temps avec certains livres éducatifs, psychologiques, etc., etc., et sociologiques. C'était quelque chose qui avait beaucoup plu. Donc, pour structurer un peu ma pensée et mon contenu, on s'était dit qu'on passerait sur Insta pour ce genre de contenu. Et donc, je vais essayer une fois par semaine de vous sortir une vidéo avec un mot qui laisse place à ce que c'est être éducateur, ce que ça implique, de quoi ça a besoin comme réflexion, etc., etc. La place dans la société, bref, tout ce genre de choses, vous verrez. Et au fur et à mesure de mon état, de comment je me sens, de comment je vois les choses, etc., on verra si on bascule sur d'autres livres aussi, si on attend de finir les 100 mots pour passer à un autre livre, si on met des livres en parallèle, à voir. En tout cas, je promets rien pour pas avoir à m'engager dans des trucs, voilà. 100 mots pour des métiers qui sont longtemps restés sans mots. Telle est l'idée qui est à l'origine de ce dictionnaire. En effet, longtemps, les éducateurs ont refusé de se dire ce qu'ils faisaient. Il y avait sans doute plusieurs bonnes raisons à ce choix de la parole tue et du silence établi. La première de ces bonnes raisons, laquelle est toute à leur honneur, traduit une nécessaire pudeur et un indispensable respect à l'égard des personnes accompagnées dans le cheminement de leur vie. Car très vite, et même parfois trop vite, l'éducateur est au cœur des secrets d'une vie et de ce qui fait l'intimité de l'être. En avoir conscience apprend à se méfier des discours et des paroles faciles qui en disent toujours trop. Ce n'est sans doute pas pour rien, d'ailleurs, que la plupart des métiers de l'éducation spécialisée et du travail social sont couverts par le secret professionnel ou le devoir de confidentialité. En France, la loi vient redoubler l'engagement éthique. Une seconde bonne raison à ce choix du silence longtemps adopté par les éducateurs exprime sans doute la volonté, légitime, de ne rien revendiquer d'une action qui ne leur appartienne en propre. Qu'une personne, enfant ou adulte, accompagnée dans une relation d'aide éducative ou de soins, s'en sorte et y arrive, qu'elle parvienne à surmonter les traumatismes liés à son histoire et s'extirper de la galère qui est la sienne, et ce succès ne peut pas être celui du seul professionnel. Rien de ce qu'il fait ne peut se faire sans l'autre, lequel, au terme d'un accompagnement, doit demeurer libre de tout compte. Pas question alors de revendiquer pour soi une quelconque réussite, même si, au temps de la parade médiatique, ce choix de rester dans l'ombre peut paraître incongru et anachronique. Enfin, et troisième autre bonne raison, ce choix du silence s'est longtemps fondé sur l'extrême proximité entre le travail social et le contrôle social. Le caractère extrêmement tenu de la frontière entre ces deux positions, pour ne pas dire entre ces deux camps, impose, dans l'urgence du quotidien et la clairvoyance de chaque acte posé, de choisir entre la résistance et la collaboration. Quand trop parler peut nuire, le silence, le repli dans le silence, et sur la parole tue, devient l'ultime asile opposable à ceux qui réclament l'instauration de l'ordre à tout prix. À tout prix. Très beau lapsus. Pourtant, si cette volonté de rester sans mots fait la force d'une démarche éthique, elle constitue aussi, et par contre-coup, un obstacle politique et un handicap stratégique en défaveur des éducateurs. En effet, taire le contenu de leurs pratiques expose les éducateurs à ne pas être reconnus pour ce qu'ils sont, des professionnels de l'aide à la construction ou à la reconstruction du sens à être là au monde pour des personnes en situation de handicap, de souffrance ou de grande dépendance. Le terme de professionnel doit être entendu ici dans son acceptation première, celui qui, par l'exercice régulier d'une pratique, acquiert une expérience et des savoir-faire propres à celle-ci. N'importe qui ne peut pas s'improviser éducateur. Il ne suffit pas
d'être dans un rapport d'aide ou de service à une personne pour être éducateur. Le savoir-faire requis ne se résume pas à la capacité de veiller à ce que l'autre soit à l'heure à l'école ou au travail, de le conduire à son activité, de s'assurer de la réalisation de ses devoirs, de l'accompagner dans sa toilette ou le choix de ses vêtements. À travers chacune de ces banalités du quotidien, se questionne le sens à être en vie et se vérifie la possibilité d'exister dans le regard d'un proche, et notamment celui de l'éducateur. Sa compétence est du côté du maintien de l'être bien plus que dans la permanence de l'avoir. Pour l'autre, accueilli dans une structure ou un service d'éducation spécialisée, il ne s'agit pas seulement d'avoir un lit, un repas et un espace sécurisé. Il lui faut encore trouver des raisons d'être en vie, malgré les traumatismes subis, la volonté de se prolonger dans l'avenir et d'être fier de ses choix. Et c'est bien parce que la relation éducative touche au ressort de l'être et qu'elle est plus complexe que ce à quoi la résume l'évidente simplicité des actes posés au quotidien, que les éducateurs doivent trouver des mots pour dire ce qu'ils font et mettre du sens sur leurs pratiques. La tâche est urgente. L'éducateur ne peut pas continuer à rendre compte de sa pratique en ayant recours au seul jargon purement professionnel. Celui-ci se caractérise et se repère par l'habilité à enchaîner des mots n'ayant de sens qu'au regard de tous les sous-entendus qui ne sont jamais explicitement formulés et qui ne se réfèrent continuellement à la face cachée de la pratique professionnelle. L'histoire de l'autre et ses méandres, plus ou moins soustraites à toute vision globale, de même que les intuitions sur le comment faire ou sur les objectifs à poser pour conduire l'action, sont autant d'éléments d'incertitude qui participent à la construction de la relation et que l'éducateur ne peut soutenir qu'à demi-mot. De façon méchante et critique, on dit souvent qu'il parle pour ne rien dire. Il est plus juste et plus mesuré d'affirmer qu'il en dit toujours trop et pas assez. Par le trop, l'éducateur laisse entreapercevoir les enjeux de son intervention. Et par le pas assez, il masque aussitôt la manière de s'y prendre. Parce que, en matière d'éducation, parler de l'autre, c'est déjà frôler le voyeurisme ou l'exhibition. De fait, un jargon édulcore les écrits professionnels, synthèses, comptes rendus et autres rapports, et leur ôte tout crédit auprès des payeurs ou des instances de contrôle. Il empêche l'accession du métier d'éducateur à la maturité qu'il est en droit d'obtenir. Depuis longtemps, il aurait dû prendre pied, et à part entière, dans le champ des sciences humaines et sociales. Il ne s'agit pas là de courir après de vaines ambitions, mais de prolonger l'entreprise des idéologues qui, à l'orée du XIXe siècle et dans la ligne de la philosophie de Condillac, impulsèrent la création du Conservatoire national des arts et métiers pour la première fois. L'idée d'une formation tout au long de la vie. Ces philosophes et ces scientifiques, unis dans un même mouvement de pensée, affirmèrent alors que les savoir-faire professionnels étaient éligibles au rang de science, tout autant ou sinon plus que n'importe quel système abstrait. Et puisque toute science est une langue bien faite, pour reprendre une belle formule de Condillac, il appartient aux éducateurs de façonner la langue de leur métier. Il est permis de se méfier des mots qui, comme le dit Jean-Paul Sartre dans La nausée, ne sont après tout que des faibles repères que chacun se donne pour se sentir exister. Toutefois, ils sont incontournables. Les mots ont leur importance. Il faut des mots non seulement pour dire les choses, mais aussi pour les faire. Ce sont les mots qui font une pratique. Ils sortent celle-ci de l'intuition et de l'intime expérience qui font que seul celui qui les éprouve sait dans l'instant ce qu'il se passe. Pour cela, il faut des mots simples comme bonjour, comme ce bonjour qu'une élève éducatrice présente dans le hall d'accueil adresse à un enfant en fauteuil roulant qui arrive à l'institut de rééducation pour une journée de souffrance. Cette éducatrice pourrait être ailleurs, en salle d'éducateur, ou bien en train de fumer sa cigarette. Elle pourrait être n'importe où, sauf là, et pour de fort bonnes raisons. Un entretien avec le chef de service ou une course urgente à faire. Mais elle a choisi d'être là. Et à cet instant crucial,
du passage entre le dehors rassurant du foyer familial et le dedans inquiétant d'un autre foyer, celui de l'Institut de rééducation. Avec le bonjour s'instaure dans la banalité d'un acte quasi oublié, un accueil, la permanence d'un visage connu et reconnu, la possibilité pour l'enfant d'apercevoir qu'il ne sera pas tout à fait seul, la possibilité de contacter pour l'éducateur ce qui fait les angoisses de cet autre. Jamais ce mot simple, comme bonjour, n'aura eu autant d'importance. C'est bien le rôle du langage que de souligner l'intérêt des instants banals qui, sans lui, seraient restés à l'état de gestes esquissés. Aussi, à l'exception du mot différence, néologisme emprunté au philosophe Jacques Derrida, et dont nous avons fait un mot-clé de la posture de l'éducateur, on reviendra dessus, tous les autres relèvent du vocabulaire courant. Il ne s'agit ni d'un anti-intellectualisme, ni d'un anti-je ne sais quoi, mais du parti pris selon lequel la banalité du quotidien qui fait l'essentiel de la relation éducative peut être dite avec les mots de tous les jours. L'essentiel est dans l'anecdotique. Si les éducateurs ont tant de mal à mettre en mots leur pratique et à l'expliquer, c'est peut-être parce qu'ils font chercher bien loin ce qu'ils ont sous la main et n'aperçoivent plus cet or qui leur file entre les doigts. Il, Derrida, emprunte souvent un langage tout simple, très ordinaire, populaire même, familier, dans un ton et son rythme reconnaissables par quiconque entend le français, pour y glisser de l'inouï, de l'extraordinaire, du méconnaissable. Cet ouvrage porte en sous-titre « Dictionnaire de pratique du quotidien ». Parce que c'est d'abord là, dans la banalité des gestes répétés, que s'opèrent les transformations nécessaires à la construction d'une existence. Et parce que c'est là que, reliés par les mots, soi et l'autre, tissent la relation éducative. Et pourtant, rien de plus étranger à l'esprit nomade des métiers de l'éducation spécialisée et du travail social que l'ambition d'écrire un dictionnaire, fût-il un dictionnaire pratique, à l'usage des professionnels de ce champ. Le dictionnaire fixe les mots à leur place, celle qui leur est donnée par l'ordre alphabétique, le moyen le plus simple et le plus sûr de les retrouver à coup. Le dictionnaire met de l'ordre par l'immobilité des mots, là où la vie est avant tout désordre, parce qu'exigence de mouvement. Le nomade le sait bien, lui qui bouge afin de pouvoir continuer à habiter son espace de vie. À rester immobile, la terre et les hommes s'épuisent. À s'éterniser, ils meurent. Sans doute que si les enfants ont tant de mal à utiliser le dictionnaire, eux que très souvent l'ordre dérange, c'est parce qu'ils ne sont pas encore habitués à trouver quelque chose à sa place. Pas de surprise dans un dictionnaire, où les mots voisinent uniquement parce qu'ils commencent par la même lettre ou la même syllabe, alors qu'ils n'ont rien à voir ni faire ensemble. Alors qu'à la maison et dans la vie, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ici, tout s'accommode par le biais de la consanguinité, de la phonétique. Pour retrouver les liens de proximité, il faut aller jusqu'au bout des définitions et lire après, voir à. La succession des possibles synonymes ou de leur environnement. Le dictionnaire est le symbole de l'efficacité, alors que la relation éducative est le symbole de la patience. Aucune antonymie entre ces deux qualités, sauf que l'efficacité se conjugue souvent avec l'immédiateté, alors que la patience réclame du temps. Les mots ne sont donc pas rangés dans l'ordre, afin d'échapper au risque de plier la réalité au bon vouloir et de céder à la tentation de toute puissance qui guette l'homme à chaque fois qu'il prétend s'occuper de ses semblables. Éduquer, ce n'est pas faire plier l'autre. Ce n'est pas le plier à la volonté de celui qui détient le pouvoir. Aussi, entreprendre la rédaction d'un dictionnaire dans ce champ de la relation éducative peut paraître un geste incongru. Et pourtant,
L'encyclopédie, cette aventure conduite par Denis Diderot, peut, elle aussi, sembler totalitaire dans son envie illusoire d'englober et de contenir tous les savoirs, au point d'interroger la motivation de ces philosophes des Lumières, profondément humanistes. Mais peut-être, après tout, n'est-ce pas là leur objectif, ou peut-être que, plus précisément, cette volonté apparente de mise au pli des choses est une façon d'exorciser le doute face à la soudaine complexité du monde. Puisque plus rien n'est à sa place de façon naturelle ou divine, puisque toute chose surgit en son endroit par sa volonté propre ou par un effet de cause pas toujours révélé, il faut bien tout de même y trouver un semblant d'ordre, ne serait-ce que pour s'y retrouver. Toute science est une langue bien faite, dit Condillac, qui créera, au temps de l'encyclopédie, son propre dictionnaire. S'il est possible d'admettre le choix fait ici de ne pas souscrire à l'ordre alphabétique qui discipline la succession des mots à partir de l'alphabet, le dictionnaire devient alors une œuvre subjective. Il est comme un carnet de voyage conçu par des grands arpenteurs de l'humain qui sont les éducateurs et les travailleurs sociaux. Sa raison d'être appartient à celui qui l'écrit et pourtant, partagé, il fait écho à ceux qui le parcourent. C'est bien qu'il y a un sens derrière toute ordonnance. Pour autant, l'ordre du discours n'est pas la vérité du discours. L'ordre et la vérité ne sont pas forcément synonymes, mais ils sont liés par une semblable capacité de soumettre ce discours à l'épreuve des faits. Le dictionnaire est ce qui permet de faire coïncider le dire et le faire. Ce n'est pas un dictionnaire de définition. En fondant l'encyclopédie, les philosophes du XVIIIe siècle, et en l'occurrence Condillac, saisissent bien l'inutilité du geste qui consiste à réduire un terme à sa définition, laquelle n'est que la répétition d'un mot déplié dans ses divers sens. La pensée n'est pas seulement dans le va-et-vient entre pliage et dépliage du mot, mais dans la réticulation souterraine, le zizome, le rhizome, pardon. Définition à l'appui, qui crée des associations de mots. Rien de plus arbitraire aussi qu'un rangement par ordre alphabétique. L'enchaînement des mots a donc ici un sens, tout comme le fait qu'ils soient groupés et regroupés en deux séries. La première, parce qu'elle est à l'origine de la relation, parle de l'autre et la seconde de soi, l'éducateur. 50 mots pour l'autre et 50 mots pour soi. À jeu égal, donc. Philippe Gabiran. Alors, je vous l'accorde, ça peut être long comme introduction, mais c'est important de prendre le temps pour, comme il a dit, des notions complexes qui se veulent quand même quotidiennes, etc. Et on peut revenir d'ores et déjà sur certaines phrases pour venir se pencher un peu plus sur le thème dans cette introduction. Et après, pour le reste, chaque mot sera sur Insta, donc voilà. J'essayerai, je pense, de faire des rediffusions sur YouTube. Mais en tout cas, premièrement, ce sera posté sur Insta. Déjà, il faut bien se dire que parmi ces 100 mots restés sans mots, qui était la première phrase de cette introduction, en fait, il y a vraiment ce questionnement du positionnement et du métier en tant que tel d'éducateur. Et un peu l'ambiguïté, le paradoxe entre est-ce que c'est un métier, dans le sens où tu viens juste pour être payé, pour faire des choses, ou est-ce que c'est une relation? Il y a toute cette ambiguïté dans le métier d'éducateur qui fait qu'aujourd'hui encore, de nombreux éducateurs se cherchent dans leur positionnement, de leur engagement, etc. Certains viennent pour l'argent, certains viennent pour apprendre des choses, certains viennent pour créer une relation, certains viennent pour sauver. Chacun vient avec son bagage et du coup ça rend plus complexe, on va dire, la définition en tant que telle du métier. Sachant que comme pour tout, des éducateurs qui sont de grands pervers, éducateurs ou éducatrices, n'importe. Parce que, comme l'a dit Gabiran, on rentre très facilement dans des secrets de vie personnelle avec une possibilité de domination sur la personne, finalement. Parce qu'on connaît des choses d'elle qu'elle-même ne reconnaît pas forcément. Et donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'éducateurs qui arrivent dans ce métier, soit pour cette raison, soit qui découvrent cette raison et qui ne veulent plus quitter ou qui finissent par être inadaptés, par
faire des abus de pouvoir, des abus de langage, des abus de positionnement, etc., qui viennent placer le soi avant l'autre, alors que dans une relation, il y a ce besoin de 50-50, c'est-à-dire parfois 70-30, parfois 30-70, parfois 50-50, parfois 40-60, mais cette adaptabilité aux situations, à ce qui se passe, etc., et pas toujours être, voilà, je suis là, donc je vais me placer ici. Non, c'est des fois, je suis humble. Des fois, je me mets en dessous de toi. Des fois, je me mets au-dessus de toi. Des fois, c'est toi qui te mets. Moi, je te laisse. Toute ce besoin de s'adapter, en fait, aux situations et à ce qui se passe. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de le faire, malheureusement, parce qu'ils viennent être dans ce métier juste pour jouir, du sentiment de proximité, en fait, avec les personnes. Et ça, c'est un aspect dangereux et pas éthique que je trouve dont on parle pas assez actuellement. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des éducateurs font partie d'une institution. Et comme faire partie d'une institution, c'est comme faire partie d'un système. On ne crache pas sur le système qui te nourrit. Et donc, les gens n'osent pas. Forcément, du moins, il y a un tabou, il y a une certaine gêne à venir parler de ça. Alors que on n'appartient à personne, en fait. Et on est là pour la relation, pas pour l'institution. Et voilà, après, on va pas se mentir, il y a un certain sentiment de réussite. Hein. Quand tu entres dans la réussite avec un enfant, un adulte, n'importe, qui avait des difficultés, tu vois, que purée, il s'en sort, tu vois. Et t'as un certain truc dans ton ego de te dire, ah ouais, j'ai participé à ça, tu vois. Mais il y a une différence entre se dire, j'ai participé à ça et j'ai créé ça. Parce que j'ai créé ça, c'est sortir de la relation. Non, la personne a créé ça avec quelquefois ton intervention, etc. Parce qu'être éducateur, c'est être intervenant. Tu interviens de temps en temps lorsqu'il y a nécessité. Mais la personne fait son bout de chemin. Et toi, tu l'accompagnes. Tu vois. Un éducateur, c'est un accompagnement. Tu lui donnes les billes. Et c'est dans ce sens-là que tu éduques. Tu lui donnes des billes. Ils sont saisis, ils sont saisis pas. Ok, mais toi, tu accompagnes sur le côté. Et ouais, c'est beau de voir les gens grandir. Mais c'est aussi important derrière le fait de les voir grandir, de savoir pourquoi toi ça te fait du bien, pourquoi tu es là, et de re-questionner perpétuellement ton action. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que tout le monde ne devrait pas être éducateur ou éducatrice. Parce qu'il y a besoin d'un travail de fond énorme, en fait, pour pas tomber dans la perversité, dans la recherche de gratification, etc. On n'est pas là pour ça. On est là pour l'autre. Et on est dans une relation avec l'autre. On est là pour la relation. S'il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'éducateur. Et quand je dis relation, il n'y a pas besoin que ce soit une relation hyper solide, hyper présente, qui soit hyper pertinente, qui... Non, une relation, c'est juste un lien. Si tu casses le lien, il n'y a plus de travail. Tu vois, il n'y a plus de travail éducatif. Il n'y a plus le truc. Il y a juste deux personnes qui sont pas liées. Alors que là, le travail nécessite qu'il y ait un lien pour que vous deux vous avanciez ensemble. Parce que le travail, c'est avancer ensemble. S'il n'y a pas de lien, vous avancez chacun de votre côté. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de sens, en fait, finalement, dans l'action éducative. Moi, ce qui m'a toujours touché dans ce livre aussi, c'est le questionnement de la vie. Pourquoi on reste en vie? Oui, parce que là, par exemple, actuellement, je travaille dans un foyer. Je suis avec des jeunes qui, voilà, subissent des violences, des maltraitances, des barbaries, des viols, que ce soit par leurs parents, par des gens autour, des gens de l'institution, des gens d'anciennes institutions, qui seront peut-être amenés à en subir dans leur vie, etc. Des gens qui sont détruits, des gens qui sont traumatisés, des gens avec qui on parle peu de leur traumatisme. Et malgré ça, malgré tout ce qu'ils vivent, et tous les non-dits, tous les trucs de... En fait, t'as un vécu énorme, et ok, t'as 13, 14 ans, 10 ans, 21 ans, mais au fond de toi, l'enfant au fond de toi, il a été détruit, il n'est pas guéri. Et malgré ça, on te met dans une institution qui vient te mettre directement dans quelque chose de c'est logique que tu restes en vie. Genre, on ne te questionne jamais sur est-ce que tu as envie d'être là, au-delà d'être dans l'institution, est-ce que tu as envie d'être en vie, est-ce que tu as envie de continuer, qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer, est-ce que tu as des raisons de continuer. Et en fait, que ce soit dans cette institution, que ce soit dans le handicap, que ce soit dans l'insertion, que ce soit dans la prévention,
n'importe, quel que soit le secteur, venir questionner dès le début, pourquoi ce jeune, pourquoi cet enfant, pourquoi cet ado, pourquoi cet adulte, pourquoi cette personne âgée, n'importe, pourquoi cette personne que j'ai en face de moi est encore là, malgré sa vie, est-ce que c'est son choix? Et quels sont ses objectifs de vie? Est-ce qu'elle a des objectifs de vie? Rien que cette question, bah, c'est la base de ta relation. Parce qu'à la base, quand tu viens avancer avec quelqu'un, quand tu viens l'accompagner sur son chemin, c'est que la personne est déjà dans son cheminement. Si dans son cheminement, elle n'a pas de but, tu ne peux pas lui imposer un but. Si elle avance pour avancer, mais qu'en fait, elle n'a pas envie d'avancer, tu ne peux pas avancer. Et moi, ce que j'aime bien avec Gabéran, c'est qu'il vient re-questionner ce truc-là. Ok, moi, en tant qu'éducateur, les premières billes éducatives que je veux te donner, c'est des raisons de vivre. Et ça, je vous jure que c'est beau de fou. En tout cas, moi, personnellement, je le trouve super beau. Parce que la question de la mort, la question du traumatisme, la question de la sexualité, etc., c'est des choses dont on ne parle pas du tout en institution. Ou alors on parle très peu, c'est des sujets hyper tabous et qui sont pourtant essentiels. Et les voir dès l'introduction, ça te met sur un chemin où tu te dis, ok, là, on est dans le bon chemin, on est dans un chemin adapté, on est dans un chemin qui sera questionnant en tout cas, sur la réalité des choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel et important. Tout comme la question du positionnement du dictionnaire en tant que tel. Rester dans le mouvement, rester dans la réalité, rester dans le réel, plutôt que juste dans un ordre qu'on établit, etc. Comme ça, non. Que chacun se retrouve dans l'ordre des choses qui est en désordre. Le désordre est un ordre en tant que tel. C'est pas forcément notre ordre, c'est pas forcément ce que l'on reconnaît de la nature, c'est pas forcément comme ça qu'on se retrouve, etc. C'est pas... Mais c'est un ordre parmi un autre. Et à nous de jauger, en fait. Et pareil pour ce dictionnaire, pareil pour les livres, pareil pour l'éducation spécialisée. Chaque chose a son ordre établi, qui n'est pas forcément propre au nôtre, dans lequel on ne se retrouve pas forcément, selon notre parcours de vie, selon ci, selon ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses adaptées, pas adaptées, adaptées à un tel, adaptées à un tel, adaptées à un autre, pas adaptées à celui-là, etc. Mais c'est toute une mouvance. Quelque chose qui sera adapté à quelqu'un ne sera pas adapté à quelqu'un d'autre. Quelque chose qui sera adapté à quelqu'un aujourd'hui ne sera pas forcément demain. C'est la fluctuation de la vie. Et c'est important de pouvoir ne serait-ce que l'avoir en tête. Et donc moi, c'est vraiment dans l'ensemble de ces points que j'ai fait le choix en fait de ce livre, de vous le présenter et de me baser sur ça en tant que vraie base pour la définition du métier d'éducateur, même si voilà, il y aura, je pense, des moments où bah, il y aura vraiment le prisme de comment moi je vois les choses qui sera peut-être en avant sur comment les choses sont réellement, pour ce qu'on fait avec ce qu'on est, là où on en est, etc. Mais je trouve ça important quand même d'avoir ce discours-là, de la relation, de la non-toute-puissance, du besoin de réflexion, du besoin de recul, du besoin de sortir en fait de la question de gratification, de reconnaissance, etc. On n'est pas là pour se réparer en tant qu'éducateur. On peut se réparer sur certaines choses, de toute façon on ne va pas dans les secteurs par hasard. Par exemple, moi je me suis retrouvé dans la protection de l'enfance, alors que voilà, pour ceux qui suivent un peu, connaissez ma vie familiale, etc. Protection de l'enfance, c'est pas anodin. J'ai été dans l'insertion en tant que personne mise aux marges de la société, c'est pas anodin. J'ai été dans l'addiction en tant que personne addict à certaines choses non reconnues, on va dire, par la société actuelle. C'est pas anodin. J'ai été dans la prévention alors que j'étais en errance. C'est pas anodin. Vous voyez, c'est des choses où il y a une question aussi de la relation au monde et de comment, que ce soit dans notre effet Pygmalion ou dans d'autres choses, dans des forces de l'univers, on vient rechercher, même inconsciemment, à questionner des choses dans notre parcours de vie, etc., dans certaines institutions, dans certains secteurs, avec certains publics, etc. Cependant, c'est pas parce qu'on vient questionner et chercher des réponses dans notre vie, que ce soit consciemment ou non, que le travail doit devenir cet objectif-là. L'objectif, c'est la relation éducative. Tant mieux si ça peut répondre à des choses pour nous. Parfois, on aura besoin de se mettre en arrêt. Comme moi, actuellement, je suis en arrêt depuis 3 semaines. J'ai été prolongé encore 3 semaines. J'espère qu'après ça, je pourrai retourner travailler.
Mais tout dépend de mon rythme, tout dépend de là où j'en suis, et tout dépend de est-ce que là je suis dans une capacité de, au vu des sujets qui se rejouent en moi, de par mon parcours et dans le taf, est-ce que je suis en capacité d'y retourner pleinement sans être dans une recherche de réparation pour être là pour la relation avec les jeunes, seulement pour ça. Et le reste, c'est du plus. Quand je rentre chez moi, je peux faire les liens, etc. Voilà, là il s'est passé ça, ça rejoue ça, etc. etc. Au travail, je vois les liens, je prends du recul. Je prends du recul, je délègue. Voilà, là c'est ma limite, là ça touche à ci, ça. Je sais pas encore aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me questionner. C'est pas au travail que je vais le faire. Parce que là, je suis pas là que pour moi. Il y a la relation à moi, ok. Il y a aussi la relation à l'autre. On est dans un 50-50 plus ou moins. Voilà, 50 mots, 50 mots. Et il y a besoin de pouvoir être au clair assez avec moi-même et de pouvoir sortir de cette toute-puissance, de pouvoir, comme je disais, parfois me mettre à 20% pour que l'autre soit à 80%. Parce que moi, je ne peux pas faire plus. Et donc, je vais déléguer à un collègue qui pourra lui se mettre à 50, par exemple, pour que l'autre se mette à 50. Pour que si l'autre a besoin d'être à 40, bah, le collègue puisse se mettre à 40 aussi et que moi, je rajoute mon petit 20%. Ou que moi, je me mette à 0, je me mette en arrêt et je sors de là parce que là, c'est plus possible. Et les collègues, entre eux, paf, ils mettent du 60 et le jeune peut mettre du 40, ou moins, ou plus. Et perpétuellement s'adapter tout en reconnaissant en soi ses faiblesses, la connaissance de soi et un peu tout ce truc-là. Et c'est là où, ouais, c'est complexe. C'est complexe d'être éducateur parce que on nous apprend pas à être humain. Et pour moi, c'est ça le gros de l'iceberg. On nous apprend pas à être humain et éducateur, c'est être dans une relation humaine. Et c'est pour ça aussi, à mon sens, que c'est un métier qui devrait, comme le disait Gabéran, entrer dans les sciences humaines et sociales. Parce que ça avance, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça avance en perpétuelle expansion. Et il y a un questionnement perpétuel, en fait. Et ne pas le faire rentrer dans les sciences, c'est comme si c'était un métier arrêté. Mais c'est pas un métier arrêté. Ça participe au vivant, donc c'est en perpétuel mouvement. Donc c'est en perpétuelle expansion, c'est en perpétuelle réflexion. On a besoin de se mettre en perpétuelle réflexion. On a besoin de re-questionner les choses, de se comprendre, de chercher ci, de rechercher ça. Et ça, c'est du domaine de la science. C'est du domaine de l'humain. C'est du domaine du vivant. Pas juste du domaine d'une formation de 3 ans et puis voilà. Mais ça, encore une fois, bah, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Tout le monde n'est pas prêt à le reconnaître. Notamment pour un souci financier, parce qu'on est dans une société capitaliste. Mais c'est des choses sur lesquelles, à mon sens, c'est important d'être au clair avec ça aussi. Voilà. C'était ce que je pouvais dire vis-à-vis de cette introduction. Pour le reste, on se retrouve, j'espère, chaque samedi sur Insta. Sinon, ce sera un samedi sur 2 à voir. Et voilà, prenez soin de vous, famille. On est en bleu sang. Et petite édite, parce que j'avais oublié, il y avait une page en plus entre l'introduction et le début des définitions. Mais ça rejoint ce que je disais sur la question de l'humain, la science sociale, etc. L'éducateur le répète assez souvent, à qui veut l'entendre. Il travaille avec des humains, et non sur des machines. Avec et sur, important. Malheureusement, lorsqu'il énonce ce rappel, l'éducateur pense avoir tout dit de son impossible métier, alors que, bien au contraire, tout reste à expliciter. En quoi s'occuper de l'humain requiert-il des compétences particulières, et surtout, lesquelles? C'est bien l'enjeu de cette première partie, concernant la place et le statut de l'autre, dans la relation éducative ou de soins, que de laisser émerger en quoi faire le métier d'éducateur, c'est avant tout et surtout faire son métier d'homme. Homme en tant qu'humain. Aussi, jusqu'à l'héritage, un premier groupe de mots s'attelle-t-il à repérer en quoi le travail quotidien de l'éducateur renvoie à ce qui fait l'humanité de l'autre, fixant ainsi le décor de ce qui s'annonce comme une périlleuse rencontre. Rencontrer l'autre en qualité d'éducateur, c'est immanquablement prendre le risque de la question du
à quoi ça sert de vivre, et à travers elle, du pourquoi être là au monde. À cet égard, le contre est la borne ultime d'un second groupe de mots qui s'attache à décrypter le mécanisme du grandir qui, chez l'humain, s'inscrit forcément dans la dépendance au tiers, jusqu'à ce que vienne le bonheur, et avec lui, un troisième et dernier groupe de mots qui tous parlent de l'échange entre le dehors et le dedans de l'autre, de cette limite sur laquelle se tient l'éducateur, à la fois comme repère et indicateur de sens. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je disais avant, la question d'être éducateur, c'est être humain, on ne nous apprend pas spécialement à être humain. Et pour être humain, il faut sortir de la société, il y a besoin d'énormément de choses qui sont compliquées et hyper simples en fait à expliquer, à expliciter, qu'il y a cette question d'être dans le soi, dans l'autre, dans la compréhension de soi, dans la compréhension de l'autre, dans tout ce genre de choses. Cette question finalement de vivre, qu'est-ce que c'est, pourquoi on est là, est-ce qu'il y a besoin, nécessité, est-ce qu'il y a un sens au fait de rester encore ici en vie, etc. Et encore une fois, cette question de toute puissance ou non, et cette question de direction en fait. L'éducateur est celui qui dirige, celui qui indique, les deux complexes et à la fois nécessaire et le b.a.-ba en fait du questionnement, du positionnement, du métier, de la personne en tant que telle pour pouvoir avancer. Si tu sais pas qui te dirige ou quels sont les repères, compliqué de savoir où t'en es pour pouvoir aller de l'avant.